المسلمة أنا العقول الملهمة ومن حقوقي أن أكون طبيبة معلمة أنا الفتاة أنا الفتاة أنا الفتاة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors permettez-moi de commencer par vous dire toute la joie que j'ai à être cet après-midi parmi vous. Et à ce titre, je voudrais saluer l'engagement de toutes nos sœurs de la Ligue française de la femme musulmane qui ont contribué à l'organisation de cette journée d'études. Une journée d'études qui pose justement la question, la problématique des femmes musulmanes et de l'engagement. Alors c'est un sujet important, vaste et qui trouve un écho assez particulier dans le contexte français actuel, un contexte où, ça vient d'être rappelé par Hela, où les femmes musulmanes sont continuellement mises à l'index, stigmatisées, discriminées. Donc j'aurais pu vous parler de la nécessité pour nous de nous engager par exemple par rapport aux discriminations que les femmes musulmanes rencontrent sur le marché du travail, par rapport aux lois qui interdisent à nos jeunes filles d'aller à l'école avec la liberté de se vêtir telle qu'elles l'entendent. J'aurais pu insister également sur l'importance de se mobiliser de sorte à influer sur les lois qui sont en train d'être discutées s'agissant des mamans qui veulent accompagner les sorties scolaires de leurs enfants, s'agissant des nounous qui veulent travailler à leur maison et dont on s'interroge est-ce qu'il est pertinent ou pas de les laisser travailler chez elles avec leur voile. Donc on voit bien que la problématique de la femme musulmane, de son engagement, consiste véritablement la liberté d'accéder à l'espace public. Donc j'aurais pu mettre l'accent sur tout ça et vous dire donc toute l'importance de rejoindre le tissu associatif, toutes ces forces vives qui essaient d'influer sur le champ des mobilisations politiques et associatives ces données, ces problèmes. J'aurais pu, mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'entends pas me positionner au jour d'aujourd'hui. On y viendra certainement, je pense, dans l'échange qu'on aura tout à l'heure, mais j'ai pris parti de ne pas considérer l'engagement au sens politique du terme, au sens de la mobilisation sur le terrain de la citoyenneté et le terrain associatif. J'ai laissé ça à notre échange tout à l'heure, peut-être que Hela, tu l'aborderas également. J'ai volontairement pris parti de me situer au commencement de l'engagement, c'est-à-dire dans sa perspective, sa dimension la plus primaire, la plus basique, l'engagement de soi avec soi, l'engagement de soi vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, j'ai voulu commencer par le début, parce que je considère que pour jouer tous les rôles importants que l'on prête à la femme musulmane, pour que la femme musulmane puisse prendre toute sa place dans la société, être une actrice au sens fort du terme de la société que nous dessinons pour demain, elle doit nécessairement être consciente de son potentiel. Donc je vais vous demander d'être un peu indulgent avec moi, parce que je n'ai pas choisi la facilité en allant et en essayant de gratter avec vous notre fort intérieur. Vous voyez, ma démarche, ça ne va pas être de dire « regardez ces politiques, cette société, qui ne veut pas de nous ». Cette stigmatisation, ce n'est pas le parti pris que j'ai fait, pour la simple raison que dans l'idée d'engagement, il y a l'idée de changer les choses, d'apporter un changement. Et parce que j'ai acquis la conviction qu'on ne peut pas apporter un changement sur l'extérieur qu'on n'a pas opéré dans son fort intérieur au départ. Donc je vais choisir des questions difficiles, je vais en faire appel à vos expériences personnelles, individuelles. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous, tout ce que je vais dire. Mais si ça résonne des choses, même si elles sont différentes, c'est pas bien grave. En tout cas, si ça éveille des choses en vous, c'est que mon pari sera tenu. Si ça vous parle pas, j'aurai tout simplement pas réussi. C'est que je dois revoir ma copie et je le ferai très volontiers. Alors, l'engagement, je le disais, de l'intérieur vers l'extérieur. L'engagement ici, dans son acception la plus primaire, sa définition de base, c'est le fait de prendre parti. Et le fait de prendre parti, c'est en soi le commencement d'une action. C'est l'action de se mettre en gage. L'engagement, c'est donc d'abord une affaire de soi, je le disais, sur soi. C'est un acte intime.
Et l'exemple le plus éloquent de cet engagement intime, de cette intimité dans la démarche d'engagement, c'est évidemment l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'idée, et là on voit bien que ça commence dans le fort intérieur. Tous les comportements, je vais dire les observations religieuses, toute la rigueur que vous vous imposez à vous-même, pas aux autres, à vous-même, elle naît d'une conviction intérieure, elle naît de cette prise de position qui se traduit finalement par une prise un comportement. Donc je le disais, le plus bel exemple d'engagement intime, c'est l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent Dieu et qui s'engagent dans le chemin de la droiture. Donc il y a je pars du principe que parler de la question de l'engagement et de la femme musulmane, c'est parler d'elle, mais dans son fort intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez au niveau de l'exercice d'abstraction que je vous demande. On va venir après des présupposés nécessaires en nous-mêmes, des changements qu'on doit opérer sur nous-mêmes pour pouvoir escompter des changements sur les autres, sur la société, sur l'image dont elle a parlé tout à l'heure que nous véhiculons. Alors, je suis partie donc de cette idée-là, que l'engagement, ça commence par être une conviction intime. L'engagement, c'est aussi donc la volonté d'agir pour apporter des améliorations. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi certaines femmes ont la capacité de s'affirmer, de s'engager, de prendre des décisions courageuses, et d'autres, en revanche, restent en retrait, en marge, et elles acceptent passivement avec résignation. Pourquoi il y a des femmes musulmanes qui se plaignent de leur vie? On ne nous aime pas, on nous rejette, on est discriminé, j'aime pas mon travail, j'aime pas la configuration de mon couple, mais qui dans le même temps font rien pour changer la situation. Pourquoi il y a autant de nos sœurs qui restent en marge, alors même qu'on bafoue leur dignité, leur liberté? Et je me suis aperçue, au détour des discussions que je peux avoir avec les unes et les autres, que pour beaucoup d'entre elles, soit elles pensent qu'il n'y a rien à faire, soit elles pensent qu'elles n'y peuvent rien. C'est ce qu'on appelle en développement personnel la résignation acquise. Alors la résignation acquise, c'est l'idée qu'il est inutile d'agir ou que nous sommes incapables de le faire. C'est une attitude qui conduit évidemment les gens, c'est une attitude qui conduit les gens, à se déresponsabiliser. D'ailleurs, beaucoup de gens disent « Ah, je ne suis pas responsable », là où ils devraient dire « Je suis irresponsable ». Parce que ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas responsable. Ah, mais derrière, je ne suis pas responsable, ils vous disent je suis irresponsable, ou ils ne veulent pas admettre qu'ils sont irresponsables. Donc cette notion de la responsabilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est important parce que ce concept de résignation acquise est tellement répandu, tellement ancré des fois dans notre inconscient, qu'il finit par devenir un état d'esprit, une catégorie, ce qu'on appelle en sociologie une catégorie agissante. Ça veut dire qu'elle te permet d'observer la réalité, de prendre position, mais elle induit des comportements chez toi. C'est une catégorie agissante. Alors pour illustrer comment fonctionne cette résignation acquise, et je pense que le concept vous marquera un peu moins que si je vous parle en fait de l'idée du syndrome de Niagara. Le syndrome de Niagara. Alors c'est quoi le syndrome de Niagara? Les personnes atteintes du syndrome de Niagara considèrent la vie comme une rivière où elles se jettent sans vraiment décider où elles veulent aller. De sorte qu'elles sont emportées par le courant, celui des événements, des peurs, des difficultés courantes. Quand la rivière les conduit à un embranchement, elles ne décident pas où elles veulent aller ni la bonne direction. Elles suivent le courant tout simplement et rejoignent la masse qui sont dirigées par leur environnement, les circonstances de la vie, etc. Les personnes atteintes du syndrome de Niagara ont ainsi le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Elles demeurent dans cet état d'inconscience jusqu'à ce qu'un jour, l'eau tourbillonnante les réveille. Elles découvrent alors qu'elles sont à 2 mètres des chutes du Niagara, dans un bateau sans rame. Aïe aïe aïe, mais c'est déjà trop tard. Elles vont faire une chute. Une chute affective. C'est mon couple qui bat de l'aile, c'est fini. Une chute physique. J'ai pas soigné mon diabète. Maintenant, ça se traduit par des complications. Peut-être qu'il y a un risque d'amputation. Une chute professionnelle. J'ai pas été consciencieuse. Je suis pas arrivée à l'heure. Tiens, il y a un licenciement qui me pointe au bout du nez. Chute spirituelle.
j'ai pas préservé les fondamentaux de ma religion, et voilà, et là je suis à deux doigts de tomber dans un grand péché, peut-être de commettre des choses irréparables. Ce syndrome de Niagara est devenu quelque chose qui plane au-dessus, qui devient un petit peu même une atmosphère, une ambiance, un climat. Et les personnes atteintes de ce syndrome auraient certainement pu éviter cette chute, la chute de Niagara, si elles avaient pris de meilleures décisions en amont. Alors, moi, il m'a été donné de voir à l'œuvre ce syndrome de Niagara dans la communauté, chez des sœurs, je le disais, qui voient leur couple partir à la dérive et qui se sentent dépassées, chez des mamans, des mères qui souffrent de la tournure que leurs enfants prennent, chez des femmes diplômées, musulmanes, qui restent au foyer et subissent leur marginalisation professionnelle. Bref, dans un tas de situations, je ne sais pas si ça éveille chez vous des choses. L'objectif, c'est pas de chercher autour de vous qui est touché par le syndrome de Niagara, mais de repérer à quel moment vous avez pu expérimenter ça. Parce que si vous arrivez à reconnaître au moment où je vous parle, vous saurez le reconnaître la prochaine fois qu'il se profilera. Il peut comme ça par moment venir intervenir dans vos vies et dans les actions que vous avez. Or, j'y viendrai tout à l'heure, tout le sens de l'engagement, c'est justement d'adopter des actions, de choisir en fait le cap des actions qui vont être les nôtres. Alors, donc je disais, il arrive souvent que l'on se sente dépassé par le cours des événements de la vie. Alors, on se pose la question évidemment de savoir comment inverser la situation et reprendre le contrôle. Ben, c'est ce que je me suis donné comme objectif, évidemment, pas de répondre à l'étendue de cette question. Il nous faudrait nécessairement plus qu'une demi-journée. Et je vous le dis honnêtement, je ne suis pas forcément habilitée pour apporter toutes les réponses. En tout cas, je perçois dans la réflexion que j'ai menée un certain nombre de pistes, un certain nombre de leçons qui, si on les tire, nous permettent justement d'être une forme d'engagement de soi vis-à-vis de soi. Et si on arrive à engager, à provoquer, à incliner, à impliquer, à entraîner plutôt cet engagement de soi vis-à-vis de soi, on va nécessairement pouvoir parler d'engagement au sens de la mobilisation politique, citoyenne, etc. Donc je vais essayer de situer mon propos autour de 4 leçons, 4 axes. La première, c'est comment déclencher nos prises de conscience. Si on ne prend pas conscience de certaines choses, on ne peut pas les réformer. Alors je dis le propre du changement, c'est aussi d'améliorer. Donc si vous n'êtes pas conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou que vous acceptez de vous résigner à des choses qui ne vont pas, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pouvez nécessairement pas agir dessus. Deuxième leçon, modifier nos paradigmes. Alors, nos paradigmes, nos pensées, parce que pour changer de comportement, il faut nécessairement changer de façon de penser. Troisième leçon, décider de votre destinée. Choisir le destin. Souvent, il y en a beaucoup qui voient dans le destin une idée de passivité. Ah, bah, c'est mon destin. Tiens, ça m'arrive, donc c'est que ça vient d'ailleurs. Mais aussi, votre destinée, vous devez en avoir une perception. Vous devez vous projeter. Et ça m'amènera à mon quatrième point, ma quatrième leçon, élever nos idéaux. Élever nos idéaux. Je vais essayer d'y venir. Alors, s'agissant de la première leçon, la prise de conscience. Un premier mot, c'est que, évidemment, je dirais que c'est un principe universel et donc un principe islamique qui consiste à nous inviter à faire un travail d'introspection. On le fait dans notre engagement vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'arrête et on réfléchit, ben, j'en suis où de ma pratique, j'évolue comment sur le plan spirituel, hein, c'est ce qu'on appelle muhasabat an-nafs. Donc il faut dans la prise de conscience, il faut réfléchir. Il n'y a pas de prise de conscience qui ne résulte pas d'une réflexion. Et cette réflexion, je dirais qu'il faut poser 2 choses. Il faut poser la femme ou la jeune femme que vous êtes à la jeune femme ou à la femme que vous voulez devenir. Et vous devez prendre conscience de qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas réussie à celle dont je rêve, que je rêve d'être. Alors oui, j'ai parlé de rêve, j'ai parlé de ça, c'est pas très terre à terre, hein. Je suis pas dans la politique, de la loi, de la manifestation, hein. C'est un petit peu, hein, je vous invite, voilà, vous. Mais au moment où je vous parle, il faut que vous m'accompagniez en réfléchissant, hein. Faut pas être passive en disant, bon alors elle veut être qui, elle. Non, je parle de vous et chacune, elle parle à elle-même. Donc, quelle est la femme que vous êtes? Comment vous vous décriveriez? Alors,
Je dis ça, mais il faut prendre un papier, puis dire, bah, moi je suis comme ça, je fais ça, j'espérais faire ça, mais je suis pas arrivée. La femme que vous êtes, et quelle est la femme que vous voulez devenir? Parce que dans l'écart entre ces deux figures se trouve l'engagement, le travail d'engagement, le travail de changement, le travail de réforme. Mais alors, qui êtes-vous? Et qui voulez-vous devenir? Et au moment où vous allez faire ce travail de réflexion, d'introspection, vous allez vous découvrir, ben, j'aime ça, j'aimerais devenir ça. Et en trouvant ce que vous voulez devenir, vous allez peut-être trouver aussi votre mission. Vous savez, on est toutes différentes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a toutes dotées de talents différents. Et si on a des talents différents, c'est parce qu'on peut exceller dans certains domaines. Trouvez ce domaine, cherchez-le, trouvez-le, excellez, engagez-vous dans ce domaine-là et vous deviendrez celle que vous rêvez d'être. Donc un travail de prise de conscience qui commence par la question « Qui suis-je » et qui doit répondre à la question « Quelle est celle que je veux devenir ?» Alors, l'être humain est le seul être vivant à être doté de cette capacité d'introspection, de cette capacité de conscientisation. Et il est également le seul à avoir la capacité à agir sur lui-même et sur un certain nombre de choses qui l'entourent. Alors on passe tellement, si on regarde bien, on passe tellement de temps à attendre des changements qui ne viennent pas. Et vous savez pourquoi ces changements ne viennent pas? Vous savez pourquoi ces changements ne viennent pas? Pourquoi d'après vous? Pensez à un truc, hein. Parce qu'on ne bouge pas. Manque de confiance. Bien. Parce que le changement commence par soi. Parce que souvent, le changement qu'on attend, il ne vient pas parce qu'on attend qu'il vienne de l'autre. C'est comme, on est des femmes, excusez-moi, hein. J'ai vraiment essayé d'être terre à terre et de coller à la multiplicité des rôles qui sont les nôtres. Pour certains d'entre nous, on est mariés, pour d'autres, on a des enfants, d'autres, on a des enfants de nos enfants, pour d'autres, on est actifs, pour d'autres, on est engagé dans des associations, pour d'autres, des actions de quartier, conseils de parents d'élèves, etc. Donc, j'essaie un petit peu de tenir compte de la pluralité de vos rôles, et je pose la question du couple. Ben tiens, j'aime pas mon couple. Quand je dis je, c'est pas... Je, c'est chacune d'entre nous. Hein. Ça peut être j'aime pas mon boulot. J'aime pas la relation que j'ai avec mon frère, ou ma soeur, ou ma mère. J'aime pas la façon dont je travaille, j'aime pas ça. Mais j'attends que mon mari change pour avoir le couple dont je rêve. Mais j'attends que la sœur d'à côté, elle prenne conscience que comment elle me parle, elle me vexe. Mais j'attends qu'au boulot, ils prennent conscience qu'ils ont une perle et ils en sont même pas conscients. J'attends des autres. Et je reste devant une porte, je comprends pas pourquoi elle est fermée, et j'attends qu'elle s'ouvre. Et je suis frustrée. Et je bouillonne à mesure que le temps passe et à mesure que la porte reste fermée. Mais cocotte, regarde tes mains. Tu vas y trouver une clé. Et tu vas t'apercevoir que le changement a une poignée de l'intérieur. On ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Donc tu ne peux pas provoquer le changement de l'extérieur. C'est ce que tu nous rappelais très judicieusement. Donc, on doit se changer intérieurement. Vous n'avez pas le droit, objectivement, rationnellement, d'attendre un changement de l'extérieur. Vous devez le provoquer. Et il se provoque d'abord de l'intérieur. Prenez conscience de ça. Et soyez aussi sévère que vous l'êtes avec votre entourage. Soyez sévère avec vous. Même. Avec vous-même. Donc j'ai pris l'exemple du couple. Je vais prendre un exemple aussi sur le plan religieux, spirituel. Tiens, je rêve de maîtriser la lecture et de voilà. J'aimerais bien connaître tout le Coran. C'est vraiment un rêve ou c'est un souhait que tu effleures comme ça quand de temps en temps tu te dirais dans l'idéal ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Mais alors là, tu vas te trouver, ah ben non, je ne peux pas me mettre à apprendre le Coran. Ben non, il y a les enfants, il y a le mari, il y a le ménage. En plus, je ne connais pas toutes les règles. Donc je vais attendre qu'il n'y ait plus d'enfants, qu'il n'y ait pas de ménage. Et en plus de maîtriser toutes les règles, eh ben attends toujours. Le temps que tout ça arrive, tu n'auras peut-être plus envie, plus le temps, tu auras peut-être une maladie, tu auras peut-être autre chose qui ne te permettra pas. Agissez sur les choses directement. Prenez conscience de ça. Le changement, j'insiste sur ça, se décline donc dans la grammaire du soi. La vérité, c'est qu'on ne peut pas changer les autres et que, je le disais, le changement est une porte qui s'ouvre dans l'intérieur et dont tu es la seule à détenir les clés.
ce sont, en développement personnel, il y a un principe qui est important qui dit ce sont nos décisions qui définissent nos destinées et pas les circonstances. Autrement dit, ce sont nos choix qui façonnent notre devenir. Donc choisissez celle que vous voulez devenir et vous y arriverez. Bon voilà, ça me rappelle donc, retenez de cette première dimension l'idée de la responsabilité. Prenez conscience que vous êtes responsable de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Alors, quand j'ai dit ça, je vais quand même mettre un petit bémol parce que vous allez me tomber dessus en disant je suis malade, que je sache, c'est pas de ma faute. Je sais pas, j'ai dû déménager, mon mari est muté, j'étais pas d'accord, mais bon, c'est pas moi qui l'ai choisi et pourtant ça m'arrive. Donc effectivement, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est responsable du sens qu'on donne à ce qui nous arrive et à ce que nous faisons de ce qui nous arrive. En fait, il y a trois décisions qui contrôlent notre vie. Le sens que tu donnes aux choses qui t'arrivent, c'est hyper important. Essayez de réfléchir ce que ça résonne en quoi. Donc, 3 décisions qui contrôlent notre vie. La première, je décide du sens des choses qui m'arrivent. La deuxième, je décide ce sur quoi je me focalise. Et la troisième, je décide ce que je vais faire de ce qui m'arrive. Je vous le répète ou ça va? Je le répète? Je décide du sens des choses qui m'arrivent. Je décide de ce sur quoi je me focalise dans ce qui m'arrive. Et je décide de ce que je fais de ce qui m'arrive. Je prends un exemple tout simple. Je sais pas, j'ai évoqué tout à l'heure la mutation. C'est un exemple qui me vient comme ça, hein, mais c'est le début ou la fin? Ouais, c'est fini, c'est foutu, j'ai perdu toutes mes amies. J'ai mis 20 ans à trouver ma place. J'ai trouvé des gens formidables et tout. Il est muté et j'ai tout perdu. C'est la fin. C'est la fin. C'est tu décides de donner ce sens-là. Ou alors tu peux te dire, eh ben, c'est le début de quelque chose, le début d'une nouvelle aventure où je vais rencontrer de nouvelles personnes, où je vais devoir reconstruire ma place. C'est la fin ou c'est le début? C'est toi qui détermines. J'y reviendrai tout à l'heure à cette notion parce que je la trouve vraiment importante. Et en fonction, c'est important, et en fonction du fait que je décide de ce sens, en fonction de ce sens, ça va entraîner des comportements différents. Si je décide que c'est fini, ben nécessairement, je vais rester chez moi, enterrée dans ma maison, et tous les soirs, je vais attendre qu'il rentre en me disant « T'as vu, t'es content, tu t'es bien amusé, t'as vu toutes tes amis au travail, moi je suis toute seule, je suis coupée de ma famille, j'ai plus personne. » Vous voyez, tu penses, le sens que tu donnes à ce qui t'arrive détermine en fait ce sur quoi tu vas te focaliser, ma solitude, et va nécessairement déterminer ce que tu en fais, c'est-à-dire la misère que tu vas faire à celui qui est à l'origine de ce déménagement. C'est un exemple bidon, je vous le concède, mais qui peut-être va faire résonner en vous autre chose de beaucoup plus fort. Alors, la prise de conscience, je le disais, la responsabilité dans cette prise de conscience. D'ailleurs, j'aime à citer le fait que dans l'islam, par exemple, il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas jugées responsables. Hein, le professeur Sen disait 3 types d'individus ne sont pas responsables: endormis, jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Donc c'est bien la preuve que l'idée même de jugement repose sur cette responsabilité, qui est d'agir sur les choses qui nous arrivent. Alors, j'essaie de... Alors, il y a un principe également que je voudrais citer qui participe de la prise de conscience, mais ça, il faut se le répéter pour vraiment le digérer. Ce principe consiste à dire: nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Si je devais résumer mon intervention, elle se situerait là. Je suis ce que je pense, tout ce que je pense est le résultat de mes pensées, et avec mes pensées, je construis le monde dans lequel j'évolue. Alors je vais prendre l'exemple du couple, parce que je suis désolée, hein, je suis très sensible aux souffrances des femmes, et souvent elles se trouvent dans l'intimité du couple. Donc sans m'attarder, m'appesantir sur ça, j'ai cette sensibilité-là, et je me nourris à travers les exemples que je vous donne de ce qui m'est donné de voir, de ce qui m'est donné d'entendre, pour essayer de faire remonter une parole.
Donc voilà, je prends l'histoire du couple. Donc voilà, quelqu'un qui n'aime pas la configuration du couple. Je ne me suis pas mariée. Les gens, j'ai beaucoup entendu ça. Je ne me suis pas mariée pour vivre ça. C'est pas ça que j'attendais. Et alors, c'est des femmes en général, voilà, qui racontent en fait les difficultés qu'elles peuvent traverser dans l'intimité du couple, dans la sphère conjugale. Et en même temps, quand on regarde comment elles se comportent, quand elles vous livrent des petits épisodes, ben, vous vous apercevez que elles aussi, elles se comportent pas. C'est des femmes qui espèrent retrouver le couple du début, mais qui se comportent pas comme une femme, comme elles étaient au début. Je prends un exemple. Si vous voulez que ce soit comme au début de votre mariage, traitez votre mari comme vous le faisiez au début du mariage. Là encore, la crise qui est en train de se profiler dans le couple, c'est le début de retrouver un nouvel équilibre ou c'est la fin du couple? Tu dis non, ça y est, j'en ai marre, je ne peux plus accepter ça, ça fait trop longtemps que ça dure, ou alors j'agis sur les choses. C'est vraiment la question, je me plais beaucoup à rappeler que au début de la vie de couple, les femmes, voilà, elles sont contentes de, voilà, est-ce que tu peux me faire ceci, cela, elles accourent parce qu'elles ont toute l'énergie de la femme amoureuse. Et puis le temps passant, quand tu lui demandes la même chose, c'est mais il me prend pour sa boniche. C'est la même chose, il te demande le même truc, tiens, j'aime bien quand tu me fais tes lasagnes. La première fois, bouge pas, attends, je t'en fais pour 2 jours. 6 ans après, non mais tu crois que j'ai que ça à faire, je suis pas ta boniche. C'est pas l'événement lui-même qui a changé. C'est la femme, quand elle était amoureuse, elle était portée par cet élan. Elle traitait son mari d'une certaine façon. Il y avait un climat du début qu'elle cherche à retrouver, mais tu peux toujours attendre. Ou alors tu les veux, tes lasagnes, tu les auras congelées. Donc changement de perception, changement de comportement. Ça m'amène à mon deuxième point, qui touchait en fait au paradigme. Donc travailler sur nos paradigmes. Alors changer nos paradigmes, comment modifier nos paradigmes. Alors c'est quoi d'abord un paradigme? Un paradigme, c'est un cadre de référence, c'est la façon dont on voit le monde, la façon dont on l'interprète. Si tu penses, mais vraiment si tu vis avec ce paradigme, j'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. C'est quelque chose que vous avez certainement dit à un moment donné, donc je vous laisse revenir. De toute façon, ils sont tous racistes. De toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes. De toute façon, les enfants, c'est ingrat. Par définition. Ils ne vous rendent jamais le bien que vous leur faites. De toute façon, elle ne m'a jamais comprise. On ne s'est jamais entendu. Depuis le début, entre nous, ça ne va pas. Si vous vivez avec des concepts, si vous partez, si vous interprétez la relation que vous vivez, ou l'expérience X ou Y que vous traversez, avec ces paradigmes-là, des paradigmes négatifs, vous vous condamnez à entretenir ce dont vous vous plaignez. Vous savez, il y a quelque chose qui est important. Je sais que c'est un petit peu... j'essaie un petit peu de faire le tour de plein de questions. Et il me reste 5 minutes et j'en suis à mon deuxième point. Je vais faire vite. Il y a une idée qui est très importante. En développement personnel, on distingue le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Donc le cercle de préoccupation, imaginez-vous un cercle à l'intérieur duquel on fait un autre cercle qui s'appelle le cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est tout ce sur quoi... C'est à l'intérieur de ce cercle d'influence, c'est tout ce sur quoi vous avez la capacité d'influer. D'accord? Et le cercle de préoccupation, c'est tout ce qui m'inquiète. Par exemple, dans le cercle de préoccupation, on pourrait dire, tiens, le racisme en France et la xénophobie augmentent. Ça m'inquiète, ça me préoccupe, mais je ne peux pas agir directement dessus, je ne peux pas du jour au lendemain. Mais à l'intérieur de ce cercle de préoccupation, il y a un cercle d'influence. Mais moi, à mon échelle, je ne peux pas enrayer le racisme, mais à mon échelle, je peux faire des choses. Tiens, je vais intégrer des associations de lutte contre le racisme, par exemple. Donc, dites-vous tout le temps que nous, on parle beaucoup du cercle de préoccupation et on oublie en fait qu'on a une petite capacité pour agir, mais qui existe et sur laquelle il faut se focaliser. Et c'est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un don précieux à l'humanité, il a fait un don précieux, une force unique qui fait la qualité de la vie de chacune d'entre nous. Ce don, c'est évidemment la capacité de changer les choses. C'est l'histoire de Rosa Parks, je ne sais pas si vous la connaissez. Rosa Parks, c'est une Afro-Américaine qui était dans les États-Unis et à l'époque dans les bus, on distinguait le fond du bus, c'était pour les Afro-Américains et devant on mettait les Américains. Donc il y avait un système un petit peu d'apartheid qui existait. Et Rosa Parks, c'est une employée, enfin c'est une femme, une Afro-Américaine, voilà, qui un jour, il n'y a plus de place au fond, on décide de s'asseoir devant. Puis il y a un blanc qui se lève et
et qui lui dit qu'elle doit retourner à sa place. Et à ce moment-là, elle décide. Elle aurait pu se contenter, on m'a appris qu'il y avait un endroit pour les noirs, un endroit pour les blancs. Elle décide à ce moment-là de ne plus être d'accord avec ce système-là et elle refuse de quitter de place. Ça va générer des révolutions et ça va générer énormément de changements dans le système des relations noir-blanc aux États-Unis. Je vous ai pris cet exemple-là parce qu'il est communément cité, mais partons simplement de des révolutions arabes. Vous voyez les révolutions extraordinaires qu'on a eues et regardez les points de départ. Dans chacun de ces pays, les points de départ, ce sont des gens qui se sont soulevés et qui ont dit non. Ils ont décidé de prendre en main leur destinée et d'affranchir un peuple, une nation tout entière de tyrans, de dictateurs qui étaient parfois soutenus par les pays occidentaux. Donc, ne sous-estimez jamais les décisions que vous prenez. Ne sous-estimez jamais les décisions que vous prenez. Alors, maintenant, pensez à votre vie et je voudrais que vous pensiez, sans le dire à voix haute évidemment, à 2 décisions que vous avez prises pour que vous réalisiez l'impact des décisions. Réfléchissez à 2 décisions que vous avez prises ces dernières années et qui font la vie que vous avez. Décider d'avoir un enfant, décider de reprendre vos études, décider de déménager. Des décisions qui font la vie que vous avez aujourd'hui. Et la question, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision, c'est de savoir est-ce que cette décision que vous avez prise il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que cette décision, elle vous rapproche de celle que vous voulez devenir ou elle vous en a éloigné? Si elle vous en a éloigné, vous souffrez. Si elle vous en a rapproché, vous vivez cela relativement bien. Autrement dit, si ce n'est pas le cas, si cette décision que vous avez prise n'a pas rendu votre vie plus belle, plus harmonieuse avec vos projets de départ, votre destinée, alors dites-vous qu'il n'est pas trop tard et que vous pouvez reprendre une autre décision qui ira cette fois dans un sens beaucoup plus harmonieux. Donc retenez bien qu'on peut changer de vie à tout moment, on peut changer le cours de notre vie à tout moment en prenant des décisions. D'ailleurs, je me permets juste au passage de dire que décider de ne pas décider est une décision. C'est la décision, décider de ne pas décider, c'est une décision. C'est souvent une décision qui consiste à dire je vais laisser les autres décider pour moi. Responsabilité, je ne suis pas responsable. Peut-être que tu veux dire que tu es irresponsable. Donc là encore, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, j'insiste également sur l'idée de la mission. Quelle est votre mission? Vous vivez pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, que vous mettez de l'énergie à faire ce que vous faites? Trouvez le talent qui est en vous et vous trouverez votre mission dans cette vie. Il y avait un auteur anglo-saxon qui disait « Celui qui n'a pas de raison de mourir n'a pas de raison de vivre ». Et ça m'amène à mon dernier point. Je vais être très très succincte, merci pour ta patience, Ahmed. C'est celui de nos idéaux, des rêves, l'importance d'élever nos idéaux dans l'engagement. C'est quelque chose vis-à-vis de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, puisqu'il nous dit, et si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le degré le plus élevé. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى. Donc, ayez des prétentions, mais si je parle d'idéal, si je parle de rêve, c'est que en fait votre destinée, avant d'agir pour transformer cette destinée, pour la réorienter, vous devez l'imaginer. Et qui dit imagination dit rêve. Si dans votre imaginaire cette destinée est réaliste, alors c'est pas un rêve. On doit renouer avec l'idée de rêve. On doit se permettre l'impensable, parce que demain, si vous rêvez aujourd'hui de l'impensable, vous réaliserez demain l'impensable. Je vais vous prendre un simple exemple. J'insiste vraiment sur la dimension imaginaire parce que on a tué, on a étouffé les enfants qui sommeillent en nous. Or, les enfants, les petits-enfants, nous rappellent combien Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous cette part d'imaginaire. Vous savez, ce petit gamin qui vient vous voir et dit « Maman, c'est quoi, je vais faire président de la République ?» Toi, tu lui dis « Petit, déjà moi, il ne m'accepte pas avec mon foulard et tu veux que demain, il vote pour toi ?» Non, on veut quelque chose de plus terre à terre. On a étouffé les enfants qui sommeillent en nous et maintenant on étouffe l'imaginaire de nos propres enfants. Alors qu'il faut élever leurs idéaux. Oui, mon fils, bien sûr.
Bien sûr, tu feras. Si c'est ce que tu décides, si c'est ce que tu décides de faire, laissez libre cours, libérez votre imagination pour définir votre destinée. J'aime apprendre la comparaison avec l'architecte. Un architecte, avant de vous proposer les plans d'une maison, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il la construit là-dedans. On peut pas, il n'y a rien, il n'y a pas un projet. Vous savez, même cette journée, elle a été imaginée avant d'être réalisée. Alors peut-être que dans sa réalisation, certains vous diront « Ouais, mais bon, on n'a pas pensé à ça, on avait ça, on aurait voulu ça, mais ça n'a pas marché. » Mais elle a été imaginée. À l'échelle d'une destinée, je vous laisse imaginer l'importance que ça a de libérer vos rêves. Renouer avec et arrêter d'être trop à terre. Ça, c'est pour celui qui réalise dans ses rêves, c'est plus un rêve. Parce que le propre du rêve, c'est d'être inaccessible. Alors, voilà, j'essaie de passer. Je vais donner juste... j'ai pensé comme ça, ce qui m'était venu, c'était Cheikh Abdallah Basfa, qui s'est donné, par exemple, lui, dans sa destinée, comme mission, un truc impensable. C'est transmettre à 1 million d'individus l'apprentissage du Coran. De faire 1 million. Imaginez, vous arrivez, puis quelqu'un... Alors, évidemment, il y a peut-être des gens qui ont ri la première fois en disant « Mais ça va pas ». Et ça veut dire que vous rêvez de votre destinée. Il faut que ça fasse rire les autres gens, mais elle est folle. Et oui, justement, c'est ça qu'elle véhicule nos idéaux. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite. Et bien, je vais pouvoir conclure très rapidement en vous disant des choses très simples. Prenez votre destin en main, élevez vos idéaux. Et cessez de vous cacher derrière des excuses du quotidien, derrière cette résignation acquise. Si j'avais pas fait telle ou telle chose, si j'ai pas repris mes études, c'est à cause des enfants. Si j'ai pris du poids, c'est à cause des soucis qu'un tel m'a causé. Si je sais pas, si j'ai pas fait telle ou telle chose, c'est le ménage. Si je travaille pas, c'est à cause de la société qui me rejette. Je vais vous dire un truc, je sais que ça va, mais c'est volontaire. Hein. Je vais vous provoquer un petit peu dans vos retranchements. Je vais dire que finalement, vous avez la vie dont vous rêvez, ou la vie que vous avez imaginée. Donc si elle ne vous convient pas, changez-la. Voilà, et barakallahu fikum.